Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'approche Lean est ancrée dans le temps. Ce n'est pas une de ces théories business de plus, qui devient à la mode puis passe de mode. Le succès continu de Toyota, même dans les conditions actuelles extraordinairement défavorables, fait du Lean une balise qui guide notre route, qui inspire les chefs d'entreprise pour confronter leurs idées fausses, pour changer d'avis et réinventer la manière dont les affaires sont menées dans leur secteur. Il existe aujourd'hui de nombreux ouvrages sur le Lean, qui expliquent surtout comment il doit être mis en œuvre. Mais dans cet ouvrage, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui nous parlent, car s'ils captent leurs histoires dans leurs propres mots. Ces histoires brossent un tableau optimiste, montrant que même dans un pays bureaucratique et avec des coûts élevés comme en France, l'industrie peut prospérer et les chefs d'entreprise peuvent apporter de la valeur à leurs clients tout en favorisant des environnements de travail sûrs et motivants pour leurs équipes. Tous montrent également qu'en se concentrant sur la satisfaction des clients plutôt que sur les exigences internes de leur organisation, et en soutenant les idées et les initiatives des personnes, ils obtiennent de meilleurs résultats financiers que les managers traditionnels avec leurs reportings détaillés, leurs ratios financiers et leurs interminables plans d'action. Ces patrons montrent également que, des startups UPS de logiciels aux entreprises de construction, de la grande distribution à l'ingénierie spécialisée, la pensée Lean offre une voie de croissance qui évite les bourbiers de la maladie des grandes entreprises et minimise les coûts gaspillés de la complexité organisationnelle, des batailles périmétriques et des investissements surdimensionnés. Le Lean n'est pas une boîte à outils à appliquer en plus du management traditionnel, basé sur la comptabilité, mais une manière totalement différente de gérer les entreprises pour les adapter à leur marché, et tirer parti de l'intelligence collective des employés par la pratique du travail en équipe. Ces dirigeants Lean s'accordent à dire que le Lean n'est pas la partie exécution de leur stratégie, c'est leur stratégie. Ils considèrent le Lean comme une façon unique de penser et d'agir dans les affaires, qui intègre la qualité et la flexibilité, et développe une culture de l'apprentissage qui s'adapte continuellement aux changements de façon sereine, avec des efforts mais sans tracas. Il s'agit pour commencer d'apprendre le système de production Toyota, auprès d'un sensei, par la mise en pratique sur le terrain, mais le TPS n'est qu'un point de départ. Ces leaders, chacun à leur manière, montrent comment l'inspiration et la pratique les ont conduits à développer leur propre approche personnelle du Lean, en la construisant au fur et à mesure avec leurs équipes. 30 ans après la publication de La machine qui a changé le monde, ce livre montre que les idées du Lean continuent de changer le monde à mesure que les chefs d'entreprise s'en emparent et transforment leurs propres pratiques managériales pour apprendre à se concentrer véritablement sur leurs clients et à considérer leurs employés comme des atouts à développer. Il montre également que, pour faire face aux défis chaotiques actuels auxquels nous sommes confrontés, de la pandémie au changement climatique, le Lean est notre meilleur pari et notre meilleure chance. Daniel T. Jones. Avant-propos, pourquoi ce livre ? J'ai fait plusieurs voyages au Japon et dans d'autres pays, pour observer les usines Toyota, leurs fournisseurs, et parler avec leurs managers, actuels ou retraités. À chaque voyage, j'ai découvert quelque chose. Dans chaque usine, j'ai été estomaqué par le sérieux avec lequel Toyota prend les sujets, un par un. Chez Lexus, à Fukuoka, j'ai redécouvert ce que peut vouloir dire le mot qualité. Chez Toyota Material Handling, à Ancenis, c'est la flexibilité de l'outil industriel qui m'a soufflé. À Burnaston, j'ai eu un éclair de compréhension de ce qu'était vraiment Landon, alors que nous avions, sans le vouloir, distrait un opérateur en traversant la ligne de production. Tous ces voyages, je les ai faits en groupe avec un sensei pour nous aider à ouvrir les yeux, Michael Ballet, son père Freddy, ou Jeffrey Laike. Apprendre à voir est si difficile quand tout semble si fluide. Ces voyages sont co-organisés par des dirigeants d'entreprise, et sont aussi l'occasion pour moi qui ne suis pas patron, de voir quels sont leurs regards, leurs questions, leurs intérêts. C'est aussi l'occasion de les connaître mieux. Quoi de mieux que 3 ou 4 heures par jour dans un bus aménagé en mode conférence, à échanger sur nos apprentissages et à chercher chez son voisin une aide muette pour comprendre les questions, toujours stimulantes, de notre sensei ? Pour le premier voyage, nous nous étions retrouvés avec des industriels, de petites et moyennes entreprises, dans le bâtiment, la mécanique de précision, le mobilier industriel,
puis petit à petit le cercle s'est élargi, et la variété des entreprises également. Lors du dernier voyage, la moitié des participants venaient du monde de la tech. Parce que je travaille dans une grosse entreprise, avec des problématiques très variées et grâce à mon expérience de Lean autant dans la partie fabrication que dans l'ingénierie et dans les développements, j'avais la chance de comprendre assez bien les préoccupations des deux parties, les industriels et les start-upers du monde numérique. Je voyais de temps en temps les industriels hausser les sourcils quand nos amis du monde digital essayaient de transcrire dans les pratiques, et dans les mots, du logiciel leur découverte sur l'usage de Landon pour générer du Kaizen, tandis que ces derniers les fronçaient quand la discussion revenait sur la fascination envers les 15 camions par jour et ce que cela engendre comme rigueur dans toute l'usine. Mon envie de les faire parler, tous, de leur réussite et de leurs déboires et de leurs sentiments sur le Lean est née au cours de ces voyages, mais aussi pendant les heures passées avec des patrons de différentes entités de ma propre entreprise et dans les nombreux échanges que je maintiens avec d'autres sociétés, principalement en France. Parce que le Lean, ça marche. Parce que je crois fermement qu'il est possible de réussir à créer, produire, vendre, exporter dans des entreprises locales. Parce que je crois fermement qu'il existe une alternative au modèle duper ses clients, pressurer ses fournisseurs et exploiter son personnel, et que cette alternative est gagnante. Parce que les enjeux d'aujourd'hui, la numérisation et le développement de la responsabilité sociétale et environnementale, nécessitent une approche centrée sur l'humain et une remise en cause des modèles managériaux les plus courants. Parce que, enfin, elles sont plusieurs à en témoigner dans des entreprises aussi différentes qu'Apricity, Aramisauto, Thales, Sodebo ou Cadieux. Ma première surprise, quand j'ai commencé de faire la liste des patrons que j'avais envie d'écouter me parler du Lean, fut d'abord de me rendre compte qu'il y en a beaucoup plus que lorsque j'ai commencé il y a plus de 15 ans. Ma seconde surprise, mais c'est plus une confirmation qu'une vraie surprise, c'est qu'ils sont tous différents. Il n'y a pas plus de personnalités Lean, que de pays Lean, et de même que j'ai découvert dans mes voyages que le Lean n'est pas japonais, j'ai eu confirmation que tous, ou presque, les styles individuels de management sont Lean compatibles, à une seule condition: accepter d'apprendre en permanence et remettre en cause ses idées reçues. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, il faut être honnête. Tous ces témoignages ont apporté une petite pierre à l'édifice du Lean, car chacun a son éclairage particulier compte tenu de son entreprise, de ses clients, de son contexte et de son caractère propre. Mais tous ont quelques messages communs, et le premier de tous, c'est que si le Lean est avant tout l'affaire du patron, c'est parce que c'est dur. C'est très dur de remettre en cause la plupart de ces idées reçues, à l'école, dans la société, et il faut bien avoir un certain poids dans l'entreprise pour réussir à le faire. J'ai commencé ce livre par des entretiens avec des patrons, pour montrer comment des gens si différents, des entreprises si différentes, étaient capables de réussir dans notre pays. Et puis la pandémie s'est propagée à travers le monde, nous mettant face à une situation inédite. Vague après vague, zone après zone, le virus a paralysé le monde entier. Des tas de gens ont commencé à donner leur avis, à parler de la maladie, de l'économie, à critiquer ce qui était fait, à expliquer ce qui aurait dû être fait, presque toujours démentis par les semaines qui passaient, changeant d'avis sans vergogne et affirmant un jour ce qu'ils récusaient la veille. J'ai arrêté d'écrire. Ce ne fut pas d'abord une décision raisonnée, mais une incapacité intime de dire, en ces temps troublés, sans hurler avec les loups, ou se décréter soudain spécialiste d'un domaine qui m'était inconnu. Cette pandémie nous a mis sur un pied d'égalité avec le reste du monde. Beaucoup des illusions des pays dits développés et de leur supériorité, affichée ou inconsciente, sur d'autres pays ont été sérieusement bousculées. Les excès de la mondialisation ont été dénoncés, la fragilité de nos économies due à certains déséquilibres dans les échanges entre régions du monde ont été mis en exergue. Dans le même temps, le caractère mondial de la pandémie, l'indifférence totale du virus à la nature des pays qui l'a traversé nous ont rappelé à nous autres humains, que le monde est petit et les frontières parfois symboliques. Dans cette situation, je préfère ne pas parler de crise qui laisse entendre un retour à une situation normale à laquelle je ne crois pas. On peut être tenté de trouver des réponses simples et des solutions globales. Ce serait croire qu'il existe une vérité, qu'il est possible de la découvrir et de s'y tenir. C'est une idée confortable. Il faudrait choisir son penseur,
poser son discours comme vérité et lancer les actions correspondantes. Cette pandémie nous a au moins appris une chose. La vérité change tous les jours au fil de nos apprentissages. Comme les virus changent et évoluent, ce qui rend si difficile d'établir des vaccins, la réalité change et évolue. Du coup, le discours sur cette réalité doit également changer et évoluer. Et puis j'ai regardé et écouté mes amis patrons. J'ai admiré leur rage à faire survivre leur entreprise. J'ai observé ceux qui, malgré les difficultés, malgré les menaces, s'efforçaient de garder le cap de leurs convictions lean. J'ai écouté comment ils s'acharnaient à écouter leurs clients, à prendre soin de leurs équipes. Les patrons lean sont comme les autres. Ils ont besoin de cash pour faire tourner leur entreprise, payer leurs salariés et leurs fournisseurs. Ils ont besoin de clients qui achètent leurs produits. Ils ont besoin d'une supply chain qui tourne. Comme les autres, ils se demandent chaque jour comment continuer malgré la crise. Mais ils ont aussi quelque chose en plus. Ils ont continué à penser valeur avant de penser uniquement coût. L'expérience des patrons lean est bien plus une suite d'expérimentations, de tests, de changements successifs et d'adaptations aux résultats de ces changements que l'application de plans d'action globaux et définitifs. Plutôt que de chercher la vérité, les patrons lean cherchent quelles sont les adaptations qui fonctionnent et avancent comme cela, en apprenant au fur et à mesure quelles sont les réponses les plus appropriées et en donnant à leurs employés l'espace pour apprendre. En cette période où chacun brûle de faire, de savoir quoi faire, il n'est pas simple de continuer à tester et progresser. Les exemples que je partage avec vous ici montrent que c'est pourtant assez efficace. Je leur ai donc posé à tous et toutes une question simple. En quoi le lean est-il l'affaire du dirigeant ? Tous et toutes m'ont répondu avec sincérité. Certains m'ont rappelé ensuite parce que de nouvelles idées leur étaient venues. D'autres ont préféré écrire pour prendre le temps de poser leurs idées. J'ai eu un grand plaisir à tous ces entretiens, et je remercie chacun de celles et ceux qui m'ont donné une part de leur temps pour me dire, avec beaucoup d'enthousiasme, ce que le lean leur a appris. J'espère en convaincre d'autres qu'il y a vraiment des raisons d'être optimiste, malgré toutes les difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face. Cécile Roche. Introduction. Je pratique souvent un exercice avec les étudiants que j'ai en cours. Je leur demande de poser des mots-clés dans 3 cercles, avec comme titre pourquoi ? Faire du lean, comment ? Ça marche, c'est quoi ? Et pratique. J'ai pu constater que l'exercice n'est pas si simple. Au-delà des erreurs flagrantes, non, on ne fait pas du lean pour simplifier les processus. Je constate qu'il me parle rarement des clients, presque jamais de compétitivité ni même d'agilité. Une fois les mots revenus dans leur cercle, j'ai la surprise de voir que bien souvent celui du pourquoi est presque vide. Quand je pratique le même exercice avec des managers, sans surprise, ils me parlent davantage de compétitivité. Mais la compétitivité est souvent vue par eux comme une action de réduction des coûts. Et là encore, le client est souvent oublié et je ne parle pas du rôle sociétal de l'entreprise, jamais associé. Par contre, ils parlent souvent du développement des équipes. Les dirigeants naturellement ont eux une vision un peu différente. Pourquoi donc aller vers le lean ? Le lean amène une façon particulière de réfléchir à beaucoup de questions ouvertes dans les sociétés d'aujourd'hui. Comment remettre l'économie réelle au centre du jeu et faire en sorte que les flux monétaires ne soient pas une fin en soi ? Comment intégrer la nécessaire réduction de l'usage des ressources ? La Terre n'étant pas à ressources infinies comme on le découvre douloureusement aujourd'hui. Comment développer l'agilité nécessaire en face de situations comme celle imposée par la Covid-19 ? Les patrons veulent en général que leur entreprise réussisse, c'est-à-dire qu'ils cherchent à vendre leurs produits et à être rentables. Il y en a beaucoup qui veulent que cette réussite soit collective, c'est-à-dire en y associant leurs collaborateurs. Et parmi eux, un certain nombre sont conscients de leur rôle dans la société, non seulement parce que leur entreprise participe à la vie économique, mais aussi grâce à un nécessaire et plus grand respect de l'environnement. Préoccupés au quotidien de produire, vendre, distribuer leurs produits, qu'ils soient matériels ou immatériels, biens ou services, ils sont des acteurs majeurs de l'économie réelle. La notion de compétitivité, littéralement, obtenir un avantage compétitif, s'appuie sur 3 éléments indissociables. Pour vendre des produits, c'est-à-dire croître,
Il faut avant tout comprendre ce qui a de la valeur pour les clients, autrement dit, comprendre ce qu'est un bon produit. Un bon produit propose un coût total de possession acceptable par le client en regard de cette valeur, et bien sûr ne génère pas de surcoût pour le client, ni à l'achat ni à l'usage. Pour être rentable, il faut que le coût de production permette à l'entreprise de faire du bénéfice. Il s'agit donc de comprendre comment faire bien ce bon produit. Il s'agit ensuite d'être durablement performant sur ces deux volets, ce qui n'est pas si simple. Le meilleur moyen reconnu par les entreprises Lean consiste à développer en continu la capacité des personnes à faire face à la réalité changeante. Et c'est là qu'intervient le besoin d'agilité. Qu'est-ce donc que l'agilité si nécessaire aux entreprises ? Le mot a été tellement utilisé à toutes les sauces qu'il en a perdu de son sens, ou plutôt que chacun y met un sens différent. Voici la définition que je propose de l'agilité. L'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à faire face aux situations inattendues. C'est une capacité qui ne s'acquiert qu'avec beaucoup d'entraînement, en développant systématiquement l'autonomie et la capacité à résoudre des problèmes, et donc à les comprendre d'un maximum de gens. La réactivité, c'est-à-dire la capacité à réagir vite au moindre signal faible, sans attendre que les petits problèmes ne deviennent grands. La flexibilité, c'est-à-dire la capacité de coller aux besoins des clients, être capable de se reconfigurer rapidement pour fournir le produit dont les clients ont besoin au moment où ils en ont besoin. Cette notion est complètement opposée à une logique de production de masse. Pour citer Jean-Claude Beer, vous faites de l'argent quand vous livrez le bon produit, au bon moment et dans la bonne quantité. Il n'y a pas d'alternative. Il ne suffit pas de fabriquer. Il faut livrer. Pour reprendre schématiquement les mots-clés précédents, je résumerai le pourquoi du Lean comme ceci. Figure 1. Pourquoi le Lean ? Les 6 mots-clés. Comme on le voit sur cette représentation, le développement des personnes est au cœur du Lean vu par les dirigeants que j'ai interrogés. La question est souvent posée de définir le Lean en quelques mots. Plutôt que de définir le Lean, je voudrais partager avec vous un point commun à tous ces patrons Lean que je connais. Ils et elles ont tous appris avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de temps à considérer leur entreprise comme appartenant à un espace plus grand qui inclut leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires. Ils et elles ont compris que la valeur de leur entreprise est avant tout liée à la capacité de leurs collaborateurs à apprendre et à résoudre les problèmes qui se présentent en permanence. Ils et elles ont renoncé, et parfois, cela n'a pas été simple, à considérer leur entreprise comme une machine à générer du profit mais la voient comme intégrée dans une vision de bout en bout incluant les clients, les personnes, les fournisseurs et ayant une place dans la société. 1. Première partie, les dilemmes des dirigeants. Première partie, les dilemmes des dirigeants. La pandémie apparue fin 2019 a été un miroir grossissant autant des défauts que des qualités de nos sociétés du XXIe siècle. Elle a renforcé les caractéristiques plus ou moins visibles des organisations humaines, familles, entreprises, pays. Les régimes autoritaires se sont montrés très autoritaires, les entreprises fragiles ont été les premières à plonger, le nombre d'enfants et de femmes battus dans les familles toxiques a explosé. Mais aussi, la santé publique est passée au premier plan et l'écologie a été mise en avant pour conditionner le soutien économique de certains pays, et des entreprises ont fait preuve dans cette situation d'innovations incroyables. Parmi les exemples de l'exagération extrême de certains réflexes, certains dirigeants d'entreprises ont renforcé leur tendance naturelle à piloter par le haut, en grand sachant, tandis que d'autres ont accentué leur capacité à diriger à partir du terrain, à partir de la réalité à laquelle ils se confrontent chaque jour. Pour citer le modèle présenté par Michael Ballet, Daniel Jones, Jacques Chaise et Oreste Fiume dans la stratégie Lean 2, beaucoup ont caricaturé leur tendance au 4D, tandis que d'autres ont tiré le meilleur du 4C, en anglais 4D versus 4F. Pour résumer le 4D, c'est définir, le grand chef explique la situation, où il veut aller, quelle est sa stratégie. Décider, il fixe les objectifs à atteindre et la façon de les atteindre. Diriger, exécution des plans d'action décidés, la hiérarchie doit adhérer à la vision, communiquer aux équipes et manager le changement. Démêler,
Tout ne se passant pas comme prévu, il faut se débrouiller avec les conséquences des décisions, renforcer la communication. Les gens ne comprennent rien, voilà pourquoi ça ne marche pas comme prévu. C'est le fameux modèle dit commande et contrôle. Le 4C est complètement différent, et en situation de crise cette différence est particulièrement flagrante. Chercher, améliorer l'existant, observer la réalité du moment et découvrir les vrais problèmes. Confronter, créer les mesures indicateurs qui vont confronter tout le monde à cette réalité, accepter de faire face à la part du problème qu'on ne sait pas résoudre. Cadrer. Réfléchir profondément à la situation avec chacun, cadrer l'ambition d'amélioration, inciter chacun à aller de l'avant de façon à ce que tous, à tous les degrés de l'organisation, puissent comprendre ses ambitions et savoir comment ils y cotisent. Construire. Développer petit à petit les compétences pour construire des solutions nouvelles inattendues, les expérimentations de chacun et les apprentissages de tous partout, tout le temps, en développant en même temps l'innovation et la capacité à innover. Nicolas Chartier, cofondateur d'Aramisauto, appelle cette approche Orient et support, en opposition aux commandes et contrôles. Cette approche est principalement axée sur la compétence, apprenez à être meilleur, par opposition à une approche de conformité, faites ce qu'on vous dit. La vision 4C est beaucoup plus proche de l'esprit du PDCA que tous ceux qui prétendent en faire un outil de gestion de leur plan d'action. Dans cette première partie, je vais donc donner la parole à Jacques Chaise et à Nicolas Chartier. 1. La réalité n'est pas noire ou blanche. Orient et support, Nicolas Chartier et Aramisauto. Nicolas Chartier, bio en bref. Nicolas Chartier est le cofondateur et coprésident de la société Aramisauto. Après sa formation initiale en business school, il a exercé pendant 3 ans diverses responsabilités à l'international, avant de fonder Aramisauto en 2001. Nicolas Chartier a découvert le Lean en 2016, après avoir essayé diverses approches avec des consultants. Son entreprise en a été totalement transformée. Il est aussi co-auteur du livre The Lean Sensei, Lean Enterprise Institute 2019-3, paru en français en 2020 sous le titre Devenir un leader Lean avec un sensei. L'entreprise Aramisauto a démarré comme une plateforme d'achat et de vente de voitures sur Internet, avec l'objectif de changer la manière dont les particuliers achètent et vendent leurs voitures. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, Aramisauto regroupe plus de 750 collaborateurs et représente 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 65 000 voitures vendues en 2019, c'est-à-dire plus du double en 6 ans, 330 millions en 2013. La principale activité reste la vente sur Internet, avec 1,9 million de visites par mois sur le site, mais Aramisauto possède également une usine de reconditionnement de véhicules. Nicolas, comme beaucoup de dirigeants, a été formé dans une école de management. Il est donc resté convaincu pendant plusieurs années que si la stratégie est bien faite, avec un bon plan et une bonne affectation des ressources, tout va rouler. Comme beaucoup d'entrepreneurs, Nicolas a une forte personnalité, et il a longtemps été très à l'aise avec ce modèle où le dirigeant dirige. Quand il a commencé à s'intéresser au Lean, c'était dans le but d'améliorer les opérations et de faire en sorte que les gens exécutent mieux la stratégie qu'il avait décidée. Ça n'a pas marché comme il l'aurait voulu. Il pense aujourd'hui que cette étape a été nécessaire, car lorsqu'il a rencontré celui qui allait devenir son sensei, il était prêt à faire évoluer sa façon de penser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.